Bonjour, alors nous voilà partis pour une nouvelle série. J'avais un petit peu prévu et c'est à la fois une réponse à une demande et en même temps une volonté personnelle, j'avais envie de le faire, une série de vidéos consacrées à l'analyse de certaines œuvres. Ces œuvres ne seront pas répertoriées de manière chronologique où je ferai un passage en revue d'un choix d'œuvres chronologiques. Ce sont des œuvres qui seront prises un peu à droite et à gauche, aussi en fonction des demandes qui m'ont été faites. Donc ce que je vais présenter, je vais commencer, je dis peut-être les premières qui vont être présentées, les quelques œuvres. J'en prévois 4, c'est-à-dire en fait 3. Je vais dire pourquoi je dis 4. Je prévois de faire la fantaisie en ré mineur de Mozart. Bon, ce sont des œuvres pour clavier, hein. Je pense que d'ailleurs les pianistes, ça peut être extrêmement utile aux pianistes, et j'aborderai des œuvres qui ne sont pas pour clavier aussi, quatuor, symphonie, etc. Bien sûr, je commence par 4 œuvres de clavier, pardon, pas symphonie justement, mais fantaisie en ré mineur de Mozart, qui est une œuvre extrêmement belle, ben justement je vais en parler, qui est belle et qui a l'avantage, si j'ose dire, bien sûr ça n'est pas son but à la base, mais pour nous c'est une chose, c'est une belle occasion d'analyse et d'apprentissage, c'est que cette fantaisie porte bien son nom, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la linéarité d'une sonate avec ses modulations, je ne veux pas dire des modulations convenues, mais enfin quand même, le caractère de la fantaisie, c'est qu'elle est, si j'ose dire, fantaisiste, c'est-à-dire qu'elle part dans beaucoup de directions différentes, qu'elle est d'une certaine manière très variée. Donc pour nous, en tant qu'analystes et apprentis de l'écriture, c'est une très belle chose, très bonne chose. Et en plus de ça, c'est une œuvre certes assez développée, mais enfin pas immense, elle est sur le papier, elle est sur 4 pages. Bon, enfin, peu importe, hein, c'est pas la question, mais enfin, je veux dire, c'est pas une œuvre qui fait 60 pages. Mais dans ce volume relativement réduit, elle contient énormément d'éléments extrêmement intéressants à étudier. Donc, fantaisie en ré mineur de Mozart. Je prévois ensuite la sonate dite pathétique, l'opus 13, en do mineur de Beethoven. Et c'est pour ça que je disais 4 œuvres, parce que je vais proposer une étude assez approfondie du premier mouvement, qui est aussi d'une richesse incroyable, ne développons pas maintenant, mais aussi du deuxième mouvement en la bémol majeur. Voilà. Donc en soi, certes, ce sont des mouvements qui appartiennent à une seule œuvre, mais ce sont aussi des œuvres qu'on peut considérer comme séparées. Attention, il ne faut pas faire dire ce que je n'ai pas dit, hein. Je les considère comme profondément unis, loin de moi de séparer les mouvements. Mais enfin, quand on fait l'analyse, quand on est dans le mouvement en la bémol, eh bien ma foi, on est dans une œuvre en soi. Après, évidemment, on la resitue, on la restitue à l'ensemble de la sonate, qui d'ailleurs est en 3 mouvements. Mais je m'occuperai du premier et du deuxième, ce qui est déjà considérable. Donc ça sera l'objet de ces 2e et 3e vidéos consacrées à l'analyse. Et puis, je prévois de faire une analyse très différente, d'une œuvre très différente qui contient énormément de choses. C'est une fugue du clavier bien tempéré. Alors j'ai choisi une fugue qui me tient beaucoup à cœur depuis de nombreuses années, c'est la fugue en fa dièse mineur du 2e livre. Pourquoi cette fugue en fa dièse mineur? Bien sûr, je l'expliquerai le moment venu, mais enfin, c'est une fugue d'une grande richesse qui a des particularités, si j'ose dire particulières. Je ne vais pas les énoncer maintenant parce que ça nous entraînerait trop loin, mais enfin, il y a des choses vraiment très très intéressantes. On en parlera le moment venu. Je vais pas... Donc voilà, ces 4 premières œuvres. Et puis après, tout suivra, évidemment, et je répondrai aussi aux demandes. Hein. Évidemment, je ne pourrais pas répondre trop rapidement à trop de demandes, mais enfin, la sonate pathétique m'avait été demandée, par exemple, et ça tombe bien, j'avais très envie de le faire. Voilà. Enfin, il y aura beaucoup de choses prévues, enfin, ou non prévues, qui arriveront après. Alors maintenant, parlons de cette vidéo d'analyse, de ces vidéos d'analyse. Je ne vais pas être trop long, simplement, je voudrais préciser un élément qui me tient à cœur. C'est que, qu'est-ce que l'analyse? Quand dans un conservatoire, on parle du cours d'écriture et du cours d'analyse, on parle de 2 choses assez différentes en général, enfin et même tout le temps. Ce qu'on entend par analyse, c'est ce que j'ai appelé, je l'ai dit une fois, je ne garderai pas ce vocabulaire, mais je l'emploie encore une fois, et ce sera la dernière. Je parlais de micro-analyse et macro-analyse. Bon, c'est un peu pompeux et pédant, c'est un terme emprunté à l'économie, si
si je ne me trompe. Mais quand même, quand on parle de l'analyse dans un conservatoire, de la classe d'analyse, ça n'est pas le travail que je fais, justement. Le travail que je fais, c'est un travail de micro-analyse, c'est un travail de petites sections, voire un peu grandes. Mais enfin, de sections, c'est un travail harmonique d'observation de l'harmonie, où on étudie tel et tel enchaînement, on le compare à d'autres, etc. Ça, c'est ce que je fais, moi, habituellement. Et puis, à la macro-analyse, c'est là l'analyse de l'œuvre, de la structure de l'œuvre. Donc là, on rentre pas, on rentre un peu toujours, bien sûr, c'est indispensable, mais on rentre pas complètement dans tout ce qui est tel type d'enchaînement, est-ce que c'est plus 4 qui va sur un accord renversé. Non, 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 c'est pas ça. C'est la vision globale de l'œuvre, d'une part du mouvement, par exemple d'un premier mouvement de sonate ou de symphonie, où on va dire qu'il y a un premier thème, etc., une modulation, une deuxième section, un développement, une réexposition, pour faire allusion à la structure de la sonate classique. On peut parler aussi de macro-analyse encore plus large, c'est ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure à propos de la sonate pathétique, c'est qu'il y a l'analyse du mouvement, qui est déjà une chose assez importante, et puis l'analyse de l'ensemble de l'œuvre, où effectivement le deuxième mouvement a une situation bien particulière, sa tonalité a une résonance particulière par rapport à la tonalité du premier et dernier mouvement, etc. etc. Donc ça, c'est la vision large. Alors moi, ce que je propose, ce sont les deux choses, évidemment. Donc je vais parler de la structure des œuvres, quand je parlerai de la fugue de Bach, bien sûr, de la sonate de Beethoven, et ici de la fantaisie de Mozart aujourd'hui. Je parlerai de ça. Aujourd'hui, je vais être assez bref là-dessus, parce que je vais rentrer tout de suite dans l'analyse de l'écriture. Alors, mais encore une fois, pour terminer ce propos préliminaire, je tiens à bien distinguer les deux points de vue. Voilà. Et en conservatoire, d'ailleurs, bon, je parle encore 2 minutes là-dessus, en conservatoire, généralement, dans les épreuves qui sont proposées dans les examens, les concours, etc., en analyse, ce sont souvent aussi des analyses sans partition, c'est-à-dire qu'on va passer, par exemple, un enregistrement, on va passer un mouvement de sonate, peu importe, enfin, une œuvre, des choses très variées. Hein. Je ne veux pas m'excuser de parler de sonate, mais la référence n'est pas forcément la sonate classique, loin de là. Ça peut être des œuvres contemporaines, ça peut être même des œuvres, même des choses traditionnelles. Et l'élève, l'étudiant doit faire une analyse globale, encore une fois, je parlais de cette macro-analyse, de la structure de la pièce, c'est-à-dire il y a un élément de prélude, il y a un élément de développement, etc., etc. C'est cette vision-là, globale. Ça, c'est ce que j'appelais, donc j'arrête de le dire, parce que ça n'est pas un vocabulaire que je veux développer, macro-analyse. Donc maintenant, je reviens à mon sujet de cette vidéo précisément, c'est la fantaisie en ré mineur, donc pour piano de Mozart. Alors, cette fantaisie en ré mineur, je vais la décrire en 3 mots, pas plus, ça va durer 1 minute, même pas. Il y a 3 grandes sections. Je ne sais même pas si je dois dire ça, peu importe, je le dis quand même. Il y a disons-le, 3 grandes sections, bien délimitées. J'ai la partition ici. Il y a une première section, on peut l'appeler A, les lettres sont très pratiques en matière d'analyse globale. Première section qu'on appellera A, c'est un prélude finalement, ça ne s'appelle pas prélude, il n'y a rien écrit, c'est un andante, ce sont des arpèges. C'est en tant que prélude, je le dis aussi ici, on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement, c'est non thématique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un motif susceptible, d'abord un motif qui se fait remarquer, c'est parce que c'est ça un motif, c'est un élément musical qui se fait remarquer. Là, ce sont des arpèges, comme dans beaucoup de préludes, par exemple, du clavier bien tempéré, donc c'est quelque chose de non thématique. C'est un andante, c'est une manière d'introduire tous les éléments, enfin les éléments essentiels de la tonalité du texte, qui est ici ré mineur. Ça commence bien sûr, j'en parlerai plus après, ça commence par un grand arpège de ré mineur, et l'arpège se développe, on passe par différentes choses que je vais analyser, et ce prélude, entre guillemets, se termine par un beau et long et grand repos sur dominante, et ce repos sur dominante, qu'on appelle communément demi-cadence, est un peu ce qu'on utilise quand on écrit en français et dans toute langue d'ailleurs, les 2 points, ouvrez les guillemets, c'est-à-dire c'est une ouverture, et on parle aussi d'ouverture pour l'opéra par exemple, de prélude, c'est la parole va être prise par le protagoniste, donc dans le mouvement proprement dit. Donc la section A est ce prélude arpégé non thématique, qui aboutit à la demi-cadence.
Deuxième section, eh ben, c'est toute l'œuvre quasiment, enfin, c'est la moitié de l'œuvre, c'est un, je regarde le mouvement indiqué, c'est un adagio en ré mineur. Donc cet adagio en ré mineur et possède beaucoup de sautes d'humeur, si je veux dire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la déploration, c'est quelque chose, c'est du ré mineur. Je ferai allusion un petit peu à certaines sources littéraires auxquelles on peut rattacher ça, parce que l'ensemble de la musique occidentale a focalisé sur certaines situations qu'on trouve dans l'opéra, dans Didon et Aîné, dans Armide, chez Lully, peu importe, je ne veux pas citer spécialement Lully, mais enfin, je parle de ces personnages, de ces déplorations qu'on trouve donc à Armide, oui, c'est vrai que c'est un bon exemple, mais plus encore Didon et Aîné, là c'est un peu cette tonalité, si je peux m'exprimer ainsi, pour employer un mot savant, cet ethos, c'est-à-dire ce caractère, cette couleur générale. Donc l'adagio est ça, mais il y a beaucoup de sautes d'humeur, et c'est en ça qu'on est proche d'un esprit de l'opéra et du drame au sens de l'action. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette déploration qui commence, après il y a comme un cri, après il y a comme un halètement, comme une espèce une tension, après il y a comme un cri de révolte, après il y a un grand trait, après il y a quelque chose... Alors on verra tous ces éléments-là qui sont très définis musicalement avec des caractères bien différents. Donc, je résume, partie que je vais appeler B, la grande partie, celle qui justifie le nom de fantaisie en ré mineur, parce que cette partie est vraiment en ré mineur. Et puis enfin une troisième partie, qui est très importante, qui est un petit final en ré majeur, un allegro. Je ne sais pas l'indication de tempo exact, mais bien sûr on l'a tout à fait en tête. Ici, allegro, allegretto, peu importe, qui est en ré majeur. Et je ferai aussi un petit commentaire sur ce final en ré majeur, qui est typiquement mozartien, qui est typiquement dans l'esprit du XVIIIe siècle, et qui est une forme, j'irais jusqu'à dire, une forme de courtoisie. C'est-à-dire que quand on expose des sentiments sombres, des sentiments de tristesse, d'affliction, puis même quasiment de révolte, d'abattement, c'est tous ces éléments-là, tous ces sentiments qui sont dans la partie en ré mineur, ça finit par un beau ré majeur très clair, parce qu'au XVIIIe siècle, une certaine forme de courtoisie veut qu'on a pris l'auditeur en quelque sorte dans sa vie. Il était peut-être en train de prendre le thé, de parler, on le prend de sa vie quotidienne, on le fait rentrer dans l'œuvre, on lui fait ressentir des sentiments, mais à la fin on le restitue à une certaine bonne humeur. On ne le garde pas dans l'affliction, ce qui sera le cas peut-être justement, c'est peut-être une des différences essentielles avec ce qu'on a appelé de manière un peu abusive et très cliché, le romantisme, qui lui ne prend pas de ses gants, hein, qui met l'auditeur dans un climat, mais n'a pas cette forme de savoir-vivre, de le remettre dans un climat de bonne humeur. Donc voilà ce que je voulais dire sur la structure générale de cette œuvre. Fantaisie en ré mineur, introduction, prélude en arpège, cette grande partie sur laquelle je passerai beaucoup de temps, le corps de l'œuvre en ré mineur, et enfin un final en ré majeur. Voilà. Alors maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, enfin j'y étais déjà dans cette description générale, mais maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet sur le plan de l'analyse, et je vais me consacrer à la toute première partie, c'est-à-dire au prélude. Ce prélude contient beaucoup de choses. Il est bref, il est très bref, je n'ai pas compté les mesures, mais on le verra quand j'en parlerai. Le nombre de mesures est limité, il y en a moins de 10, enfin, il y en a une dizaine, peu importe. Et ce prélude contient beaucoup d'éléments très intéressants. Alors maintenant, je vais faire une autre parenthèse qui est une prolongation de la présentation de mon propos. Je rassure tout le monde, ces parenthèses, je ne les réitérerai pas par la suite, puisque c'est une introduction générale à cette série d'analyses. Ce que je veux dire, c'est que il convient, il faut, c'est important, certes, d'écrire un texte, c'est-à-dire de dire « Ah, voilà, ça c'est un accord de tonique à l'état fondamental, ça c'est une dominante dans son état de premier renversement, etc. etc. » On le chiffre, bon, et ça c'est indispensable, on doit passer par ça, connaître ces éléments. Mais ça c'est ce que j'appellerais, enfin c'est pas un mot particulier, une analyse description. Elle est indispensable,
je ne la méprise pas, il faut passer par là. Mais attention, ce que je propose, ça n'est pas simplement de rester à cette analyse-description, c'est d'aller plus profondément dans le texte, et j'emploierai un verbe que j'ai souvent employé, qui est, je le dis solennellement, si j'ose dire, le verbe reconnaître. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement, dans l'étude de l'écriture, ça vaut pour d'autres disciplines d'ailleurs, bien sûr. Il ne s'agit pas simplement de connaître tel et tel enchaînement, c'est qu'il faut le reconnaître quand il est à l'œuvre dans les œuvres. Il faut dire, il faut bien mettre le doigt, c'est bien ça dont il s'agit, et relier cet élément-là à d'autres exemples que l'on connaît. C'est pour ça que je ferai des digressions qui ne sont pas vraiment des digressions, puisque je serai en plein dans le sujet, mais je ferai quand même des parenthèses où je m'arrêterai sur tel enchaînement, et je l'exemplifierai en le reliant à d'autres enchaînements, connus, enfin dans d'autres œuvres. Voilà. C'est ça que je veux dire. Alors maintenant, j'en viens à mon premier propos. Déjà, une petite description de la... Alors, cette fantaisie commence par ce prélude, donc, en ré mineur, par un arpège de ré mineur. Bien sûr, autre petite réflexion, l'écrasante majorité des œuvres dans la musique tonale, mais encore plus dans la musique modale d'ailleurs, c'est plus encore ailleurs. Mais parlons de la musique tonale, puisque c'est celle qui nous intéresse, c'est celle que j'étudie, celle que je fais travailler. Une écrasante majorité des œuvres commence par l'harmonie, par l'accord de tonique. Bien sûr, il y a des exceptions, et il y a de belles exceptions. Mais ici, une fois de plus, l'œuvre commence, pose, et c'est vraiment une manière de poser, c'est une manière de poser le décor, de poser une couleur générale, et là elle est faite magnifiquement, c'est l'harmonie de tonique à l'état fondamental. Donc un grand arpège, ça aurait pu être un accord par exemple, bien sûr, c'est un grand arpège de ré mineur. Cet arpège, eh bien, je vais l'écrire. Je vais l'écrire, et je vais l'écrire que lui, parce que là, je vais insister sur la forme de l'arpège. C'est une chose qui est très belle ici. Voilà, donc j'écris bien cette clé de sol, clé de fa, et j'ai ça. J'ai ré. Alors je l'écris en temps réel. Ré, fa, la, ré. Je regarde bien le texte parce que... Alors je vais mettre une chose comme ça. Et ça c'est une noire, pardon, là c'est une noire. Alors c'est un triolet, l'ensemble de l'arpège qui va se développer pendant tout le prélude de manière ininterrompue, ce sont des triolets. En fait, il y a 4 noirs dans la mesure, mais c'est indiqué C barré. C barré, c'est-à-dire que c'est une battue à la blanche. Donc si on fait une battue comme ça, par exemple, pam, pam, qui n'est pas très rapide, eh bien ça fait ta, patati, patata, patati, patati, c'est-à-dire 2 triolets par battue de blanche. Donc c'est un triolet. Et ici, je vais le mettre, oui, comme ça. Bon, c'est écrit, peu importe. J'écris exactement comme Mozart l'a écrit, mais ça ne change rien au problème. Hein. Je veux dire par là la direction des amples. Voilà. C'est que on attaque Ré, Fa, La, Ré, et puis ça c'est la main droite. Je termine ce propos-là et je reviens juste à ma phrase précédente. Ré, Fa, La, Ré, Fa, La, Ré. Alors déjà ici, donc ça c'est un triolet. Hein. Première croche, deuxième, troisième. Note placée sur la première croche, deuxième croche, troisième croche, la première croche étant ce demi-soupir. C'est un triolet. Je rappelle que quand un texte, comme c'est très souvent le cas, n'est fait que de triolets pendant 10, 20, 30 mesures souvent, on écrit le petit 3 du triolet pour dire faites attention, il s'agit bien d'un triolet, et puis après on n'écrit plus les petits 3. Hein. On a compris qu'il s'agit de triolet, ça se visualise très bien parce que les notes sont regroupées par 3. Ce que je veux dire ici maintenant, c'est que j'ai bien cet arpège complet, assez épais, je dirais, Ré, Fa, La, Ré, Fa, La, Ré. Et ici, Mozart continue par un dessin, c'est-à-dire que l'arpège va comment, je ne sais pas comment le dire, mais je vais le dire, accomplir un dessin, l'arpège accomplit un dessin. L'arpège complet est ici, Ré, Fa, La, Ré, mais il se poursuit avec une espèce de dessin que j'appelle volontiers, c'est un mot que j'aime bien, et ici je le trouve très adapté, c'est un peu comme une volute. Une volute, qu'est-ce que c'est qu'une volute? Tout le monde le sait, c'est un dessin par exemple d'une fumée. La fumée, pour peu qu'il n'y ait pas trop de vent, on fait des allers-retours comme ça.
Donc c'est une belle volute, c'est un beau, on parle aussi de la volute, et entre parenthèses, c'est un peu dans le sujet, le violon, le manche, etc., la terminaison, c'est aussi très 18e siècle, hein, ce genre d'arrondi sculpté. Donc là, c'est vraiment ça, une très belle volute. Alors, ce que j'invite à faire aussi, je le ferai ultérieurement, mais là, je ne vais pas le faire parce que ça nous entraînerait trop loin. Mais je fais juste une petite parenthèse. C'est qu'il faut, j'ai bien dit il faut, il faut se lancer. Il faut jouer ça. Bon, déjà sur le piano, ça je m'adresse un peu aux pianistes, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, mais là c'est le cas, on a toutes les notes sans changer de position de main. On est placé comme ça, et on doit placer les mains de cette manière. Ré, Fa, La, Ré, ça c'est la main gauche qui l'attrape, Ré, Fa, La, Ré, et la main droite attrape Fa, La, Ré, Fa. Attrape ça. Ça, c'est MD, comme on écrit souvent sur les partitions, MG, main droite, main gauche. Ce que je veux dire, je reviens à mon propos, le pianiste et tout un chacun se place sur cet ensemble, il y a 8 notes, c'est pas mal. Les mains sont très chargées. On a un peu les mains pleines, si je veux dire, pleines de notes. On les a, on doit bien se sentir là-dedans. Et après, on le fait de manière... j'invite, c'est ça que je vais dire, c'est ça mon propos, j'invite à improviser, c'est indispensable. J'invite à improviser. Donc on peut choisir une série d'accords, tels que Mozart le fait ici, mais c'est ce qui se passe dans cette partition, une série d'accords, avec cette écriture extrêmement pleine. On pourrait faire par exemple, tout simplement, tonique sous dominante, dominante, tonique. Et bien j'invite à le faire comme ça, tout plaqué. Après, arpégé, c'est-à-dire ta, pa, ta, c'est-à-dire ré, fa, la, ré, point d'orgue, puis l'autre accord, puis le troisième, puis un quatrième. Mais après, c'est ça que je voulais dire, il est bon de prendre ce modèle mozartien et de l'appliquer à un enchaînement qu'on a décidé de faire. Je conseille souvent de faire des enchaînements très classiques, très fondamentaux, qui sont tonique, sous-dominante, dominante, tonique, après avec 1000 variantes, avec des emprunts et des développements en tout genre. Voilà pour un premier propos sur l'écriture de l'arpège lui-même. Alors, maintenant que j'ai exposé, que j'ai parlé un petit peu de cet arpège, j'y tenais, et j'invite encore une fois, je le redis, à improviser avec cette forme d'un arpège que j'ai qualifié de volute. Ici, maintenant, je vais rentrer dans l'harmonie. Alors, j'ai écrit sur le tableau le deuxième arpège, qui est donc distinct du premier. C'est donc une autre harmonie, une seconde harmonie, et il y en aura d'autres, évidemment, elles vont se succéder. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que dans tout ce prélude, ça c'est très très intéressant, alors j'attire l'attention de chacun. C'est que, attention, le texte n'est pas le bon tout à fait, hein, je vais le corriger tout de suite. C'est que la première harmonie, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Je vérifie sur mon texte, bien loin. Oui, eh bien ça n'est pas tout à fait ça. La première, je me répète et que ce soit très clair, première harmonie, deuxième et troisième, premier accord, second accord, troisième accord, sont longs. C'est-à-dire que ça, je l'écris d'une autre couleur, cet élément-là, qui est la première harmonie, donc c'est l'harmonie de tonique à l'état fondamental, tout ça, ça vaut une ronde, bien sûr, et elle est dite 2 fois, donc c'est très long. C'est vraiment, je trouve c'est intéressant, et j'invite, je me répète, je sais, mais j'invite vraiment à improviser avec ça. Il est très bon déjà de jouer un simple arpège de tonique. Et là, si j'ose dire, c'est un terme qui en français est un peu péjoratif, il s'étale. C'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il prend sa place, il s'étale, oui, il n'y a pas d'autre mot, au lieu d'être un simple accord de tonique asséné ou même dit une fois, là, il n'y a pas d'autre mot, c'est il s'étale, c'est-à-dire qu'il prend sa place, voilà. Et il est dit 2 fois, donc ça, c'est multiplié par 2, cette mesure, il y en a 2. Donc cet arpège de tonique vaut 2 rondes. Voilà. Et ensuite, cette deuxième harmonie vaut elle aussi 2 rondes, c'est-à-dire que cette mesure sera dite 2 fois. Et la troisième harmonie, que je vais évidemment montrer après, elle aussi dure 2 rondes. Ça, c'est très très important.
parce que après les harmonies qui vont se succéder ne vont durer qu'une blanche à chaque fois. Donc c'est important parce qu'on a cette sensation, pas de précipitation, parce qu'on n'a pas d'impression de précipitation, mais enfin le discours, oui, s'accélère quand même, les harmonies sont plus serrées. Elles sont serrées, elles valent un quart de celle-ci. Ça c'est 2 rondes, 2 rondes, 2 rondes, et puis après blanche, 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 et de nouveau valeur extrêmement longue, plus longue encore que ça, puisque ça fait 2 mesures, troisième harmonie, 2 mesures, puis blanche, 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 et quand on arrive à la dominante, le repos sur dominante, la demi-cadence, cette fois-ci, c'est 3 mesures entières. Voilà. Donc il faut aussi, ça fait partie de l'analyse où je prends, ce n'est plus simplement l'analyse des accords et de leurs enchaînements, c'est un peu une analyse avec du recul, et c'est une manière de voir les proportions. C'est très très important, ça fait vraiment partie. Et puis pour l'exécution, pour la mémorisation, pour le sentiment qu'on a quand on joue, ce sentiment de, je reprends le terme, de s'étaler au début, c'est très important. Quand on est au piano, on le ressent fortement, cette manière de jouer une fois, et puis une deuxième fois, on prend vraiment son temps, et puis après l'harmonie, de toute façon, l'harmonie s'accélère, finissons nos phrases, mais si Mozart, on peut s'amuser à le faire, je conseille aussi de le faire. C'est-à-dire que par exemple Mozart ici décide, ce n'est pas une décision, c'est quelque chose qui est immédiat, bien sûr. Il décide, je garde le terme, il décide de resserrer les harmonies. Mais nous pourrions, nous, et je conseille de le faire, de jouer avec des harmonies aussi longues. On aurait sans doute l'impression de quelque chose d'un peu trop long, qui n'en finit pas. Le terme étalé, pour le coup, serait bienvenu. On aurait l'impression d'un étalement qui n'en finit pas. Donc il resserre, et au moment où on doit vraiment, encore une fois, je le dis, ce terme n'est pas très beau, s'étaler, c'est pour l'accord de dominante. Et d'une certaine manière, enfin l'accord, l'arpège, d'une certaine manière, l'arpège de dominante reprend la longueur de l'harmonie de tonique initiale. Et d'une certaine manière, la boucle est bouclée. Sinon qu'elle n'est pas bouclée, parce qu'un repos sur dominante entraîne la suite, le mouvement adagio qui démarre sur tonique. Voilà. Alors maintenant, j'en viens à l'harmonie. Et je suis bien modeste, parce que je propose 2 accords seulement, 2 harmonies. Celle-ci, l'accord de tonique, et celle-ci, l'accord non, pas de dominante du tout, l'accord X que nous allons étudier. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une écriture comme ça, j'ai insisté beaucoup sur l'épaisseur de l'arpège. Il y a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes. Ben oui, je l'ai bien fait tout à l'heure, j'avais bien dit 4 à gauche, 4 à droite, c'est un arpège, 8 notes. Donc c'est plein de redites, c'est plein de... On pourrait très bien faire, et Dieu sait que Bach par exemple l'a fait, Mozart lui-même l'a fait, tous les compositeurs l'ont fait, d'écrire quelque chose avec un petit accord tout réduit par exemple. C'est très très bien. Il aurait très bien pu écrire un petit prélude uniquement avec Ré, Fa, La, Ré, Fa, La. Bon, c'était peut-être un peu simpliste, mais ça n'est pas une chose, c'est une très belle chose quand même. Bon. Là, il y a un étalement, encore une fois. Donc moi, maintenant, pour l'analyse, ça me gêne, toutes ces notes, ça me gêne. Donc je propose d'observer ici, je fais un choix, autrement dit, je fais un choix, eh bien je vais le mettre en rouge, après j'efface ce tableau et je le réécris, de manière à ce qu'on puisse, à ce moment-là, analyser correctement l'harmonie. Parce que ici, il y a trop de notes, ce sont des redites. Les redites ne nous intéressent pas. Il y a un Fa ici, il y a un Fa ici, il y a un Fa ici. Je ne vais pas m'intéresser à ces 3 Fa. Je sais qu'il y a un Fa. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un état fondamental, c'est que la fondamentale est à la basse, et puis après, moi, je vais réduire. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme note pour être très clair? Je vais prendre Ré, La, Ré, Fa. Ça, c'est le La, c'est le même qu'ici, on est bien d'accord. Et avec ces 4 sons, Ré, La, Ré, Fa, j'ai la totalité de mon harmonie, l'harmonie de tonique à l'état fondamental. Donc maintenant que j'ai fait ce choix, j'aurais pu faire un choix différent, m'intéresser à Ré, Fa, La, Ré. Mais je préfère Ré, La, Ré, Fa. C'est pareil, c'est pareil. L'un comme l'autre était valide et valable. Mais comme j'ai choisi ça, maintenant, pour bien focaliser mon attention, comme ça, sur ces voix-là, je vais faire de même pour le deuxième, évidemment. Donc je vais choisir Ré, Si bémol, le La, ici,
monte sur le si bémol, c'est-à-dire qu'il faut voir, ça n'est pas visible comme ça au premier coup, mais c'est ce à quoi j'invite, c'est qu'il y a une continuité des voix, comme dans une harmonie pure et dure, si j'ose dire, telle que nous l'étudions quand nous écrivons à 4 voix, pour voix donc, à 4 voix, basse, ténor, alto, soprano. Attention, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, l'écriture n'est pas forcément à 4 voix, elle peut être à 3 ou à 5, voire à 6. Mais bon, 4, comme on le sait, c'est un peu l'idéal. Ici, donc, je réduis à 4. Et ce que j'ai du mal à percevoir dans ce relatif fouillis, bien sûr, ce n'est pas le cas de notes, je le vois en sélectionnant ces sons. Et je vois que, comme dans l'écriture que nous pratiquons, l'écriture vocale à 4 voix, il y a une continuité des voix. Ça, c'est la base Ré qui reste Ré. Là, je vais le qualifier de ténor, bien sûr. Le La devient Si bémol. Donc, je retrouve ma conduite des voix. L'alto Ré devient Mi. Et le soprano Fa devient Sol. De cette manière, moi, je vais le réécrire et j'aurai une possibilité de l'analyser vraiment en profondeur. Voilà. Alors maintenant, j'ai écrit, je suis bien modeste, j'ai écrit les 2 premiers accords. Ce qui va m'intéresser, c'est les 3 premiers. Enfin, je rassure tout le monde, le propos va avancer. Mais je vais rester, j'avais prévenu, je vais rester un petit peu longtemps sur ces 2 premiers accords. J'ai des choses à dire et j'invite tout le monde à, suite à ce que je vais dire, à reconnaître et à repérer dans les œuvres où se trouve ça. Parce que quand moi, c'est-à-dire moi, c'est pas moi spécialement, mais quand on est au piano et qu'on déchiffre, qu'est-ce qui se passe? On déchiffre, on joue, on écoute, on entend la musique qu'on produit. Mais il y a aussi une part un peu intellectuelle, un petit peu, pas complètement. Mais ah oui, tiens, c'est ça. Oui, tiens, c'est ça. Je l'ai joué dans telle sonate. Voilà, c'est ça que j'invite à faire. Je reconnais l'enchaînement. Voilà. Donc, je vais m'occuper de ces 2 premiers accords. Déjà, je les décris. Alors, les lire, c'est très simple. C'est Ré, La, Ré, Fa. Et puis, Ré, Si bémol. Bien sûr, on est en Ré mineur, le Si bémol. Ré, Si bémol, Mi, Sol. Qu'est-ce que je vois? J'observe 2 choses. Très évidente, c'est que le Ré reste Ré. Ça, c'est une première chose. C'est une immobilité de la basse, premièrement. Et deuxièmement, c'est que ces 3 notes-là se déplacent toutes les 3 conjointement. C'est-à-dire que j'ai La, Ré, Fa, et ce La, Ré, Fa se déplace vers Si, Mi, Sol. Ça, c'est une chose importante à observer. Et il faut reconnaître impérativement cet enchaînement. Je pose la question, mais bien sûr j'y réponds immédiatement, mais je pose la question à tout un chacun et à ceux qui sont intéressés par ce travail d'analyse. Où trouve-t-on ça dans une œuvre extrêmement connue, que j'ai moi-même citée dans les vidéos précédentes, je ne sais plus où, mais je sais que je les ai citées, y compris dans mon premier chapitre, oui je m'en souviens. Où trouve-t-on cet enchaînement? C'est-à-dire la tonique à la basse, ce qui est tout à fait naturel au début. Et puis dans le deuxième accord, la tonique qui reste à sa place, elle est répétée, ça ressemblerait un peu, ça n'est pas le cas, mais ça ressemblerait dans ces 2 premières étapes à une pédale de tonique. On se donne un peu l'impression de dire, la tonique, tout bouge, mais la tonique reste. C'est un peu comme une pédale de tonique. Ça n'est pas une pédale de tonique, mais ça y ressemble étrangement. Donc où est-ce que j'ai vu ça? Et où est-ce que j'ai vu un accord complet qui se déplaçait en bloc conjointement l'accord suivant? Je fais remarquer que cet accord en soi, cet accord-là, indépendamment de la basse, à lui seul est bien un accord de Ré mineur. Il a les 3 sons de l'accord de Ré mineur, le Ré, le Fa et le La. Et ici, j'ai donc un accord qui est, alors je peux les écrire ici, le premier accord est Ré, Fa, La, je parle de ça, indépendamment de ça. Et le deuxième, c'est Mi, Sol, Si bémol, un déplacement complet. Évidemment, cet enchaînement n'existe pas. Il n'y a pas 2 accords de quinte qui se succèdent. Quoiqu'ici, la deuxième est une quinte diminuée, mais peu importe. Tout ça sur un Ré identique. Alors, je repose la question, je fais un petit peu exprès de différer la réponse. Où trouve-t-on cet enchaînement? Eh bien, je prends de quoi effacer le tableau. Eh bien, évidemment, la réponse est multiple, les réponses sont nombreuses. Mais parmi les œuvres qu'on a vues, que j'ai montrées, et qu'il est bon de connaître, c'est le premier prélude en ut majeur du clavier bien tempéré. Je l'écris, je rassure tout le monde, je n'écris pas le prélude en ut, mais j'écris les 2 premiers accords. Souvenons-nous, c'est bien ça. Do, Mi, Sol, Do, Mi.
5 voix, évidemment sous forme d'arpège, on le connaît, je n'y reviens pas, je ne vais pas m'occuper de ce prélude. Et le deuxième accord, c'est ça, encore une fois sous forme d'arpège. Voilà, c'est ça. Or, qu'est-ce que je vois? Je suis ici en Do majeur. J'ai beaucoup de voix qui me gênent un peu. J'enlève la deuxième voix en partant du bas, qui ne fait que répéter, c'est ce que j'ai fait pour le Mozart ici. J'enlève les notes qui sont, attention, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit, mais en trop pour l'analyse, qui sont redondantes, qui sont des duplications de notes. Donc, si j'enlève cette voix-là, puisque chez Bach, ici on est à 5 voix, j'enlève cette voix-là, la deuxième en partant du bas, qui m'encombre un peu, eh bien, j'ai ça. Qu'est-ce que je vois? J'ai bien ici l'accord de Do majeur complet, Do, Mi et Sol, et ici j'ai l'accord de Ré mineur complet, Ré, Fa, La. Donc j'ai bien un enchaînement de l'accord de Do à l'accord de Ré, évidemment surtout pas comme ça, pardon, je récupère mon... Eh bien, je pose la question, quel est cet accord? Ce que je vais dire, je vais le dire tout de suite, bien sûr, il faut bien voir que c'est la même chose. Petite différence, ici on est en Do majeur, on est en majeur, ici on est en mineur. Les deux enchaînements sont valables autant en majeur qu'en mineur. Si Bach était en mineur, il y aurait un La bémol qui correspond à mon Si bémol ici. Quel est cet accord? C'est très simple. Cet accord est l'accord Ré, Fa, La, Do, c'est-à-dire l'accord du deuxième degré, l'accord de septième du deuxième degré, qui est dans son état de dernier renversement, donc il est chiffré 2. Donc j'ai bien un enchaînement ici, tonique deuxième degré, mais tonique à l'état fondamental, chiffré 5, et l'accord de septième du deuxième degré dans son état de dernier renversement, chiffré 2. Il s'agit bien de la même chose ici. Ça, c'est mon premier propos sur ces deux accords. Je n'ai pas fini. Est-ce que je l'écris? Allez, je l'écris, mais bon, on a compris. Hein. Accord de tonique, accord du deuxième degré, accord à l'état fondamental, accord chiffré 2. Il s'agit bien de la même écriture. Maintenant, je poursuis mon travail et je dis, en général, et c'est là aussi que j'apprécie, ça me permet de rentrer dans l'œuvre, de mieux l'entendre, de mieux la mémoriser, tout ça est extrêmement important. Et c'est en ça que je dis que ça n'est pas de l'analyse-description. L'analyse-description, il était de se poser la question, de dire « Ah bah oui, c'est 2, bon voilà, terminé, allez, maintenant je passe à autre chose ». Non, non, il faut bien reconnaître, comprendre, reconnaître, comme je disais, que ça se rattache à ça. Et c'est parce que ça se rattache à ça que c'est intéressant. Et en même temps, ça se rattache à ça, mais c'en est très différent. Parce que quand on joue le prélude en ut et qu'on joue ça, on a deux couleurs très différentes. Ce Ré mineur très développé, ce Do majeur plus sage au début. C'est deux choses, ce sont deux œuvres bien distinctes, mais l'enchaînement est fondamentalement, c'est le cas de le dire, le même. Alors maintenant, si je reprends ça, qu'est-ce que j'ai en général? Bon, attention, j'enlève le La bémol, il n'y a pas de La bémol. Qu'est-ce que j'ai en général? Ben, j'ai le modèle chez Bach, il se déroule comment? Et ça, c'est quelque chose d'emblématique, si j'ose dire. Il faut le connaître mais à la perfection, le jouer, le rejouer, et bien s'y référer quand il le faut, ce qui est le cas maintenant. L'enchaînement, l'accord suivant est Si, Sol, pardon, oui c'est ça, Si, Sol, Ré, Fa. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est un assez bel enchaînement du point de vue de sa sobriété, telle qu'on la recherche dans l'écriture, c'est qu'il n'y a que deux parties, ici la basse et le soprano, pardon, la basse et le ténor, qui sont descendus d'un degré. Le Do vers le Si, la tonique vers la sensible, La vers le Sol. Ces deux-là sont restés immobiles. Quel est cet accord? Je n'épiloguerai pas trop dessus, il est reconnaissable très facilement, c'est l'accord de dominante, de septième de dominante, mais dans son état de premier inversement, c'est l'accord Si, 5 barré. Le 5 barré est ici, et la sixte est ici. C'est un accord de dominante. On a donc un enchaînement tonique, deuxième degré, dominante. Et qu'est-ce qui arrive ici? Bien évidemment, l'accord de tonique, qui est Do, Sol, Do, Mi. Encore une fois, j'ai bien enlevé cette voix-là, hein, la voix qui était ici. On voit bien ce petit vide. Et j'ai bien évidemment la résolution de l'accord de dominante à l'accord de tonique. Les deux mouvements obligés sont bien respectés. Le Si monte vers le Do, le Fa descend vers le Mi. Donc ça, c'est quelque chose à connaître vraiment très très bien.
je vais effacer ça. Bien sûr, je vais l'effacer parce que je ne résiste pas. Je devrais peut-être résister, mais je ne résiste pas. On ne m'en voudra pas trop, j'espère. De donner un autre rapidement, deuxième exemple, parce qu'il faut se constituer une petite bibliothèque mentale de quelques exemples, pas des dizaines d'exemples, 2-3 exemples. Après, au cours des études, le répertoire d'exemples s'enrichit. Mais là, par exemple, je conseille vraiment le prélude en ut, bien fixer cet enchaînement, dont nous avons les 2 premiers éléments ici. J'en propose un deuxième et ce sera tout. C'est la chaconne en ré mineur de Bach, donc qui est écrit sur une clé de sol unique. Elle commence comme ça. Alors là, plus clair que ça, bon, c'est du ré mineur. C'est un accord de ré mineur, joué au violon. Peu importe, alors je l'écris, mais j'ai même un doute, alors je ne vais pas le faire, parce que je ne vais pas écrire d'erreur. C'est une chaconne, donc il y a un rythme de chaconne, noir, noir pointé, croche, etc., qui ressemble au rythme de la sarabande, mais je vais laisser tomber l'aspect chaconne pour l'instant. Chaconne en ré mineur, donc qui conclut la grande suite en ré mineur, je ne sais plus si c'est sonate ou suite, pour violon seul, mais donc j'enlève les notes répétées, hein. Donc j'ai essentiellement ça, c'est l'accord de tonique dans sa forme la plus simple possible. Et puis j'ai ça. Alors ça c'est très intéressant, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai bien ça, c'est que là j'ai... c'est comme si... Allez, je fais cette petite part. C'est comme s'il avait écrit ça. C'est comme s'il avait écrit Ré, d'une part, Ré qui se répète, comme ici Ré qui se répète. On est bien d'accord qu'on a affaire à la même chose. Et l'ensemble Fa, La, Ré qui se déplace sur Sol, Si, Mi. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de Ré chez Bach ici. Bon, je le fais tout petit, parce qu'on comprenne bien qu'il y ait... Voilà. Pourquoi d'ailleurs, petite, c'est presque drôle, hein. Les violonistes, pour les violonistes, ça, c'est d'une évidence absolument criante. Pour les autres, les pianistes ou d'autres musiciens, c'est peut-être moins évident. C'est qu'on ne peut pas écrire pour le violon, c'est impossible d'écrire Ré, Fa, La, Ré. On ne peut pas le jouer, parce que le Ré est joué par la corde de Sol, le Fa est joué par la corde de Ré, le La est joué par la corde de La elle-même à vide. Et la corde suivante, c'est la corde de Mi. Une corde de Mi ne peut pas jouer une note inférieure. Voilà, tout simplement. Donc on ne peut pas écrire le Ré. Et finalement, c'est un petit peu amusant, mais c'est aussi un aspect de la musique. C'est qu'il y a des impossibilités, et que ces impossibilités sont source aussi d'imagination. Et ça, il faut aussi le comprendre. C'est que la contrainte est source de stimulation de l'imagination. Et finalement, peut-être qu'un compositeur autre que Bach, peu importe que ce soit Bach ou un autre, aurait écrit, ayant tous les moyens, aurait écrit ça, finalement c'est moins bien. Alors que ça résulte d'une contrainte. Et que donc on a un saut de quinte ici, qui est assez beau. Bon, ça c'est un petit peu à part. Voilà, mais on est bien d'accord qu'on a exactement les 2 mêmes enchaînements. Et après, qu'est-ce qu'il y a comme écriture chez Bach? Dans la chaconne en ré mineur, on a ça. Alors j'invite tout le monde à le regarder attentivement. Je ne vais pas trop développer là. Je ne vais pas trop développer, parce que ce n'est pas un cours sur la chaconne. Mais j'invite à bien observer ça. Donc ça c'est bien un accord du 2e degré, il est chiffré 2. Ça c'est bien le 6-5 barré, c'est le même que dans le prélude, et c'est donc un accord de dominante, et on arrive sur un accord de tonique. Voilà. Ce que je fais remarquer, suite à ce que j'ai fait observer ici où il n'y a pas de Ré, et pour cause c'est impossible, ici cette position, je le redis ici, cette position de l'accord de sixte et quinte barré, aboutit normalement à Ré, Fa, La, Ré, mais aboutit très souvent la partie supérieure, quand j'ai le Mi en haut, monte volontiers. Je sais que je l'ai montré dans le 3e chapitre, où j'ai écrit un choral, j'ai harmonisé un choral, j'avais cette position, on était en ut majeur, chacun peut le retrouver, je montrais que quand on a cette position, le soprano monte volontiers, parce que c'est très chantant, il aboutit à l'accord de tonique, qui double sa tierce. C'est vraiment une parenthèse pour le coup, ça, parce que là je m'éloigne. Mais ce que je veux dire, je reviens à mon premier propos. Donc nous avons eu 2 exemples qui sont des perles, qu'il faut garder comme toute perle bien soigneusement, s'y référer. On a bien,
Et c'est ça que je ressens quand je joue et quand je déchiffre l'œuvre, c'est que je sais que ça commence comme ça, et comme dans le prélude. Et pour le coup, ici, ça commence vraiment comme ça. Autre petite réflexion que j'ai faite il y a quelques minutes. Quand j'entends, j'insiste sur cet aspect, quand j'entends la chaconne pour violon seul, j'entends une œuvre qui apparemment n'a aucun rapport avec ça. C'est un violon, c'est un piano. Ce sont des accords plaqués, avec une certaine aridité au violon, parce qu'on est obligé de passer d'une corde à l'autre. Il y a un caractère particulier un peu tendu. Ici, on a quelque chose, j'allais presque dire de moelleux. C'est peut-être pas le mot, mais enfin, on a un bel arpège qui prend le temps de s'étendre. Ce sont deux mondes différents du point de vue de l'œuvre. Mais c'est la même chose. Et c'est ce à quoi je faisais allusion quand je disais que nous ne faisons pas, nous faisons autre chose que de l'analyse description. On rentre dans l'œuvre et on comprend que finalement ce qui unit profondément des écritures apparemment différentes. Voilà. Et bien après l'étape suivante, dans mon petit exposé ici, qui d'ailleurs n'est pas si petit que ça, qu'est-ce que je veux montrer? C'est que ça ne va pas faire ça. Ça ne va pas s'enchaîner comme ça. Ça va s'enchaîner autrement. Alors, je vais le montrer. Je vais l'écrire. Hein, c'est très simple, c'est très rapide. Voilà. Je vais donc montrer les 4 premiers accords. Remarquons bien que là, il y avait bien 4 accords. Là aussi, ça sera 4 accords, mais leur évolution est très différente. Mais j'ai beaucoup de choses à dire, pas beaucoup. J'ai quelques remarques à formuler concernant ces 2 accords qui viennent ici. D'ailleurs, qu'on ne m'en veuille pas, je vais simplement écrire ce que n'écrit pas Mozart. Si Mozart avait fait la même chose que dans le prélude en ut et que dans la chaconne en ré mineur, il aurait écrit ça. Je l'écris sans trop de commentaires. Voilà. On se souvient bien des 2 notes dans le prélude en ut, des 2 notes identiques là-haut, hein, qui ne bougeaient pas. On se souvient bien de la descente de ça. Hein, on se souvient ensuite de la résolution de l'accord 6-5 barré. Voilà. S'il avait, et j'invite vraiment, je l'ai déjà dit, je me répète, pardon, j'invite vraiment à rejouer le prélude autrement que Mozart l'a écrit. C'est ça, l'acquisition de l'œuvre. C'est-à-dire que je fais encore cette petite... je signale ça, c'est ce qui me tient à cœur. C'est finalement, je dirais, ce qui me tient le plus à cœur. C'est qu'il ne faut pas être servile, c'est-à-dire qu'il faut admirer ces œuvres qui sont vraiment admirables, mais il ne faut pas avoir cette espèce de frilosité. Les œuvres à l'époque de Mozart improvisait à longueur de temps. Ça n'était pas des espèces de monuments intouchables. On improvisait dessus quand on jouait l'œuvre dans un salon, dans un concert, etc. On ne jouait pas la même chose, on improvisait, il ne jouait pas 2 fois la même chose. Il n'y avait pas cette espèce de méticulosité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'avoir, attention, quand on va jouer des œuvres écrites, quand on joue un Brahms, un Schumann, un Beethoven, etc., il faut faire le texte très précisément. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais par contre, dans l'acquisition de l'œuvre, il faut se donner cette acquisition profonde et donc une forme de liberté et un sentiment, quand on joue, d'avoir fait sien l'œuvre. C'est comme si on était le compositeur, tout ça en toute modestie. Il ne s'agit pas de se prendre pour Mozart, mais il ne faut pas hésiter à se prendre un peu pour le compositeur au moment où on joue. Et ça remet en cause certains aspects, ce qu'on appelle, je ne vais pas trop développer maintenant, mais c'est vrai que j'ai souvent été agacé par ça, sur le fameux track. Bon, on est toujours un petit peu, on peut être un peu à une répréhension devant jouer un public, voilà, d'accord. Mais quand on maîtrise l'œuvre, qu'est-ce qu'on a envie? C'est de jouer, c'est pas de dire ah machin me regarde, etc. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça la vraie maîtrise. Et je redis, quand on joue du piano, on doit avoir le sentiment d'être le compositeur de l'œuvre, encore une fois en toute modestie. Donc ça n'est pas ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir cette écriture-là. Je revérifie la position du tableau, bien sûr, c'est ça. C'est que la tonique, le ré, descend sur le do, et ici, on a quelque chose, alors j'hésite un peu à l'écrire comme ça, je vais le faire, hein. Allez, je le fais comme ça, parce que, encore une fois, ce que j'écris, c'est une sélection parmi l'ensemble des notes qui constituent ces grands arpèges. J'ai un accord ici, alors c'est très intéressant, cette forme ici, c'est que là j'ai l'accord de ré mineur, et cet accord de ré mineur devient un accord de ré majeur.
mais il y a deux opérations, comme j'ai coutume de le dire parfois, il y a deux opérations. L'accord est majorisé, il devient majeur, la tierce qui était mineure devient majeure, mais autre élément, l'accord mineur devient majeur, je le répète, et il s'y adjoint la septième. Mais ici, la septième s'y adjoint où? À la basse. Donc, c'est ça la septième, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de l'accord Ré. Alors je le réécris, voilà l'accord de Ré mineur, c'est bien Ré Fa La. Et si j'effectue les deux transformations, j'effectue d'abord la majorisation de la tierce, ça, j'enlève cette petite croix qui ne sert à rien, la tierce est mineure, la tierce est majeure, et autre élément, la septième se rajoute. C'est bien la transformation d'un accord de tonique en accord de dominante. Ça, c'est le plus, c'est la sensible, et ça, c'est le 7. Mais ici, le 7 apparaît à la basse. Je pourrais avoir, je l'écris ici, je fais encore une parenthèse, mais ça fait partie de ce que j'avais annoncé dans mes analyses. C'est-à-dire que je ne me tiens pas à décrire. Parce que si j'avais décrit, j'aurais dit ça c'est plus 4, ça c'est 2, et c'était fait en 2 minutes, et je pense qu'on n'aurait pas tiré grand-chose, sinon qu'on aurait reconnu les accords, ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui est très insuffisant. Ici, j'ai un accord de Ré mineur, je fais ces deux transformations. Je peux les faire de deux manières différentes, c'est ça que je veux dire. Je les effectue, j'ai ça. Je mets la septième, bon, il se trouve que je la mets en abandonnant la quinte. Et je majorise la tierce. Donc le plus est ici, le 7 ici. Il s'agit d'un accord de septième de dominante à l'état fondamental. Mais ce que je voulais dire, c'est que je peux aussi, alors je vais le redire tranquillement, là j'introduis la septième dans l'une des trois voies supérieures. Ici, c'est en abandonnant la quinte. Mais je peux introduire, donc j'ai coutume de dire, j'introduis la septième par le haut, c'est-à-dire dans les voies supérieures, dans une des trois voies supérieures. Mais je peux introduire la septième par le bas, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est la fondamentale qui va descendre sur la septième. Voilà. Et du coup, la majorisation, elle est toujours à la même place. C'est bien le Fa qui est devenu Fa dièse. Donc ça, c'est toujours la sensible de la nouvelle tonalité vers laquelle je me dirige. Mais la septième apparaît ici. Ici, elle apparaît au ténor, tandis qu'ici, la septième apparaît, comme je disais, par le bas. Du coup, c'est un accord très renversé de l'accord de septième de dominante, c'est un accord plus 4. Voilà ce que je voulais dire. Plus 4. Je signale au passage que quand j'ai ici, ça veut dire que c'est la tierce qui est la sensible. Ça veut dire que c'est la quarte augmentée qui est la sensible. C'est bien la même note. C'est bien la même note. Ré, Fa dièse, c'est plus 3. On ne met pas le 3. Do, Fa dièse, c'est plus 4. On est bien d'accord. C'est ce que fait Mozart. Bon. Alors maintenant, je pose la question et j'y réponds dans une seconde. Je pose la question. Cet accord Ré, Fa dièse, La, Do, évidemment, c'est absolument évident. Si ça n'est pas, et ça doit l'être, hein, c'est l'accord de septième de dominante du ton de Sol. Je sais qu'une septième de dominante m'indique avec une certitude absolue le ton vers lequel je vais. Ré, Fa dièse, La, Do, c'est le ton de Sol. Normalement, je ne sais pas si c'est majeur ou mineur. Mais comme le contexte de base est Ré mineur et que le Si est bémol, l'accord qui suivra est un accord de Sol mineur. Donc je sais ici, dès ici, que je vais vers Sol mineur. C'est-à-dire que c'est une modulation, plus simplement un emprunt ici, à la sous-dominante. Il y aurait beaucoup à dire sur les emprunts à la sous-dominante, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais on en parlera ultérieurement. Je le garde en réserve. Et voilà ici, ça c'est moi qui l'écris, enfin c'est moi. Les basses c'est bien Mozart, hein, on est bien d'accord. Mais là, moi, l'enchaînement est un bon enchaînement. Bien sûr, je sais enchaîner cet accord à cet accord, mais de toute façon, chez Mozart, ça n'est pas écrit comme ça, puisque ça s'inscrit dans cette écriture très mouvante d'arpège. Donc attention, ça c'est une manière de bien montrer les 4 premiers accords. Et bien voilà déjà une première étape. J'insiste sur une chose, je le redis, je l'ai dit précédemment, je le redis, je vais faire une petite césure, on va s'arrêter là une petite seconde, je reprends une deuxième partie de vidéo après, où je m'occupe de la deuxième partie. Mais déjà, ça c'est une première étape, j'insiste en le disant, je suis un peu lourd peut-être, je dis il faut s'arrêter là-dessus. Il faut aller au piano, et il faut jouer ça, il faut jouer l'enchaînement tel que je l'ai écrit, il faut jouer l'enchaînement tel que l'a écrit Mozart avec ses grands arpèges, il faut bien prendre attention que chacune de ces harmonies sont extrêmement longues, elles valent 2 rondes,
et que c'est à partir de cette harmonie qu'il va y avoir une succession de blanches. J'en profite pour dire, bien évidemment, c'était évident, je le dis, mais c'est pas la peine de le dire, c'est évident que pour suivre cette vidéo, il faut avoir la partition sous les yeux. Bien sûr, je la montre, la partition, je l'écris, mais je ne vais pas réécrire tout le texte, et puis de toute façon, c'est quand même très frustrant, même si ça c'est très important, je le pense, puisque je le fais, je le pense, j'en ai la conviction, mais il faut avoir la partition, hein. Sans partition, c'est un peu frustrant. Donc la partition, c'est bien de la voir, et si on ne l'a pas, c'est bien de la consulter sur Internet, je pense qu'on y accède extrêmement facilement, hein. Donc il faut avoir la partition sous les yeux. Pour suivre la vidéo, j'y tiens particulièrement. Après, s'arrêter à ce tout début. Les débuts, hein, on le sait, c'est très important, même en littérature, on peut les citer, les débuts, il y a des débuts qu'on connaît. Et ben, les débuts, il faut les connaître, c'est les fameux, ce qu'on appelle les incipits, les débuts. Eh bien, c'est bien de connaître les débuts de pas mal d'œuvres. Il ne faut pas s'arrêter au début, bien évidemment, mais il faut, ça, je pense que c'est un début à bien connaître. À connaître, alors je finis une chose aussi. Que je voulais dire, donc il faut se mettre au piano, il faut le jouer, il faut prendre le temps, il faut laisser tomber après, enfin fermer la partition, revenir le lendemain ou une semaine après. Il faut prendre le temps de s'imprégner de l'œuvre, hein. Et puis c'est ça que je voulais dire, il faut le transposer 1 ou 2 ou 3 fois. Je déconseille de faire trop de transpositions dans les 12 possibilités, mais bon, c'est bien de le faire en do mineur, c'est bien de le faire en la mineur, en mi mineur, voilà, et puis par exemple, un jour, le faire dans une tonalité un peu moins pratiquée pour des gens un peu débutants, le faire par exemple en fa dièse mineur, enfin fa dièse mineur, il n'y a jamais que 3 dièses à la clé, mais en sol dièse mineur, voilà. Et puis revenir à ré mineur aussi, ça c'est le ton original, c'est très intéressant parce que ça permet de fixer l'oreille aussi, ça permet de créer le fait de voyager dans les tonalités et de reprendre le ton de l'œuvre. Ça affine l'oreille, c'est déjà une initiation à l'oreille absolue. Parce qu'on retrouve ré mineur, on dit « Ah oui, c'était ça la vraie sonorité originale ». Et donc, voilà, après on repense par exemple au début de Don Juan, l'opéra Don Juan qui est en ré mineur. On entend cette sonorité de ré mineur, c'est la même ici. Je crois qu'il faut établir un lien entre le début de Don Juan et ça, c'est très différent, hein, mais c'est une sonorité de ré mineur. Voilà pour une première partie.